Bienvenue dans ce nouveau numéro de Stop Covid. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la perception des Congolais de la pandémie de l'heure. Monsieur Serge Moumbou, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut de sondage Target. Vous avez mené récemment une enquête intitulée « Les Congolais et le Covid-19 ». Qu'est-ce que ça donnait? Bon, l'enquête déjà avait trois principaux objectifs. Le premier, c'était d'abord de savoir comment est-ce qu'on perçoit la gravité du coronavirus en RDC. Deuxièmement, c'était quelles étaient la perception des mesures qui ont été prises. Est-ce que les mesures qui ont été prises par le chef de l'État étaient des mesures satisfaisantes ou pas? Et la troisième question, c'était de savoir les mesures ou les actions qui ont été entreprises par les gouvernements provinciaux pour savoir si cela a été, comment cela a été perçu. Et c'était une enquête qui a été faite dans 6 provinces. Donc on a fait Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga et Kasaï. Donc on a pris les provinces qui, à première vue, ont été un peu plus marquées par ces provinces. Et on a travaillé avec un échantillon de 1000 personnes et on a fait les interviews par téléphone. Okay. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette enquête, c'est que 58% des personnes interrogées trouvent que le coronavirus n'est pas une maladie grave. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave. Il existe, mais il n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a 39% qui pensent que c'est grave et 5% qui ne se sont pas exprimés. Alors, lorsqu'on a essayé de savoir pourquoi, est-ce que les gens estiment que c'est pas grave, que c'est pas grave. D'abord, pour ceux qui estiment que c'est pas grave, la première raison, c'est que ils disent que par rapport au coronavirus, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas des morts autour d'eux. Ils se disent que si c'était une maladie grave, dans leur quartier, dans leur environnement immédiat, dans leur famille, ils allaient avoir des morts, des cas de mort. Donc là, ils ne trouvent pas des cas de mort, ni même de cas de personnes contaminées. Deuxième raison qui est évoquée, on se dit que c'est plus une maladie de l'étranger. Donc ça sévit plus en dehors du pays, mais ce n'est pas quelque chose qui est ici. Troisième raison, c'est le nombre de morts. Donc on estime qu'il n'y a pas suffisamment de morts pour en faire un cas grave, parce qu'il y a même d'autres maladies pour lesquelles il y a plus de morts. Ouais. Et la quatrième raison qui a été évoquée, c'est que c'est une maladie dont les effets sont propagés par les médias et les politiciens. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel, mais les médias, les politiciens sont vraiment en train d'exagérer en fait. Hein. Donc voilà les tendances pour les personnes qui pensent que c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, 58%. 58% et c'est dans toutes les tranches d'âge. Donc quelles que soient les tranches d'âge, c'est cette tendance-là. Mais c'est plus dans mais en termes de poids, dans les milieux ruraux, en tout cas, la tendance à la banalisation est très forte par rapport à l'aspect urbain. Et lorsqu'on regarde les hommes par rapport aux femmes, on estime que c'est plus les femmes, le taux de gravité est plus de pas grave est plus élevé chez les hommes par rapport aux femmes. Donc les femmes prennent un peu plus conscience de ça. Et quand on compare... Mais la coïncidence, c'est que ce sont les femmes qui sont les plus touchées, oui, selon le dernier chiffre. Et après aussi, quand on regarde en termes de tranche d'âge, c'est plus les personnes un peu plus âgées qui prennent quand même conscience de la gravité. Alors pour ceux qui disent que c'est une maladie grave, bien sûr, on évoque le fait que c'est une maladie qui a stoppé le monde. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que, à cause d'une maladie, tout s'arrête dans le monde entier, quasiment tout est à l'arrêt. Et aussi le fait que le nombre de décès qu'il y a eu également quand on regarde dans d'autres pays, etc. Donc voilà en fait les tendances pour le premier aspect de notre enquête. Et les 5% sont sceptiques. Oui, les 5%, ils n'ont pas donné un point de vue. Ils se disent que, bon, en tout cas, ils n'ont pas semblé être intéressés par cet aspect. Donc, le premier enseignement, c'est que, c'est vrai, la majorité pense que ce n'est pas grave, mais ce n'est pas aussi une raison pour banaliser. Okay. Voilà pourquoi nous, en tant que cabinet, on a fait des recommandations. Et dans ces recommandations, nous estimons que il y a le volet communication qui doit être pris en compte. Et dans la communication, nous voulons que ce soit une communication de proximité.
Parce que c'est vrai que les personnes intellectuelles, les personnes de classe élevée ont compris, ils essaient de se confiner, ils essaient de faire des gestes barrières, ça c'est vrai, mais quand on va à la cité, on voit des personnes d'autres, on constate que plutôt là, la communication n'est pas passée. Donc il faut plutôt trouver des vecteurs de communication, au lieu de communiquer en français et communiquer en langue locale, mais aussi trouver des personnes dans leur environnement immédiat qui peuvent leur parler de la maladie. Déjà que les médias et les politiciens sont un peu récusés. Oui. C'est eux qui propagent les nouvelles. Oui. Donc, selon... oui. Donc voilà pourquoi nous estimons que dans les quartiers, nous avons les chefs de quartier, les papas Moyangeli, on a les mamans vendeuses, elles ont sûrement leur représentante. Il faut vraiment que ce soit une communication vraiment de proximité pour leur dire que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de morts, mais si le coronavirus trouve chez vous certaines maladies chroniques, parce qu'on a, ça c'est qui a été relevé, il y a des cas qui est des cas de mort. Donc moi je pense que l'effort à faire maintenant c'est doubler la sensibilisation, communiquer en langue locale, utiliser des personnes de proximité, mais aussi tenir compte des différentes catégories sociales. Parce que nous avons interrogé des personnes, les personnes de classe élevée et les personnes de classe basse ne raisonnent pas de la même manière. On ne leur parle pas de la même façon. Et aussi la communication, quand je vois par exemple les chiffres au niveau du Nord Kivu, par exemple du Sud Kivu, le message qui vient de Kinshasa n'est pas toujours bien perçu. Et ça fait que quelque part on constate qu'il y a une certaine résistance. Et c'est mieux que du point de vue local, qu'il y ait une communication locale, une sensibilisation locale, mais pas une sensibilisation d'en haut. Parce que la sensibilisation d'en haut, c'est vous avez une autorité, vous avez un communiqué qui est fait où on donne des statistiques, alors que la sensibilisation d'en bas, ce que nous proposons, c'est qu'on parle aux gens. Quand vous regardez les taximens, il faut que les taximens soient conscientisés par eux dans un langage qu'ils comprennent. Quand on regarde les policiers, il faut les conscientiser. Donc il faut que ça devienne vraiment ce qu'on appelle du porte-à-porte pour qu'on essaye beaucoup plus de faire comprendre aux gens que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de morts, mais les risques de contamination sont quand même élevés et quelque part, nous n'avons pas nécessairement l'infrastructure. Parce que quand on regarde les 5% globalement des cas les plus graves qui demandent une détresse respiratoire, on n'a pas suffisamment de respirateurs aujourd'hui. Et quand on regarde le nombre de personnes qui souffrent d'hypertension, de diabète, imaginez que ces personnes-là, du jour au lendemain, ont le coronavirus. Ça veut elles dire sont vulnérables déjà. Elles sont vulnérables. Ouais. Ça veut dire que nos institutions hospitalières ne sauront pas prendre en charge ces personnes-là. Donc, moi, je pense que la sensibilisation doit continuer. Et c'était ça, en fait, la contribution de Target. C'était que l'on prenne d'abord conscience que la population semble ne pas croire, mais ce n'est pas une raison. On a évoqué les raisons qui sont évoquées. Nous, on ne demande pas qu'on puisse montrer les malades. Non. Ah ouais. Ça, c'est contre la déontologie. Oui, parce que c'est vrai que ça aussi, ça revient très souvent. Ouais. C'est peut-être pas très objectif, mais beaucoup de gens demandent de voir pour croire. Non, mais je me dis aussi que c'est vrai qu'on ne peut pas montrer les malades, mais je pense qu'on peut sensibiliser les personnes qui sont sorties de ce cas-là pour qu'elles puissent témoigner. J'ai vu une ministre avait communiqué, j'ai vu récemment, il y a une dame qui a communiqué pour son papa, mais c'est une communication d'en haut, ça a été fait en français, etc. Donc si on peut aussi trouver des personnes qui peuvent parler à cette population-là de manière simple, en langue locale, dans des termes simples, je pense que ce serait bien. Si on peut faire parler des médecins, les médecins qui soignent, les infirmières qui soignent pour expliquer un peu ce qu'elles éprouvent comme difficulté, ce qu'il y a comme problème, je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. C'est là où nous avons aussi recommandé qu'on essaie de voir si on peut vraiment utiliser des spécialistes de communication, des agences, des personnes qui savent comment mieux utiliser. Mais il semble que tous ces gens-là sont réunis dans le comité multisectoriel de riposte. Oui, mais c'est vrai que les personnes sont réunies, mais cela apparaît comme des simples communiqués.
Quand on observe, vous allez voir que chaque jour, il y a un communiqué qui est donné avec des statistiques. Et il y a même des fois où il y a des rectificatifs qui sont faits. Parce que lorsqu'on fait les calculs, peut-être on constate que les chiffres de bonne évolution qui étaient la veille à un certain nombre, etc. C'est là où je dis que justement, c'est parce qu'il faudrait que la communication soit un peu plus mieux faite. Et aussi, même les statistiques, nous estimons que, c'est vrai, ces statistiques-là doivent également être bien analysées pour que, avant de sortir les statistiques, qu'on essaye aussi de faire parler. J'ai vu par exemple en France, on expliquait les cas graves, autant de personnes ont des cas graves, on explique les cas de personnes qui sont en réanimation, et même quand on explique bonne évolution, ça veut dire quoi exactement? Quand on dit qu'il y a des personnes qui sont sorties guéries, elles sont sorties guéries comment? Etc. Donc je me dis qu'il y a possibilité. Et nous, par exemple, dans le domaine des études de marché, nous faisons ce qu'on appelle des focus group, des discussions de groupe, où on peut regarder, on met les messages qui sont faits, on trouve un groupe de mamans maraîchères, on leur dit, regardez, qu'est-ce que vous pensez de ce message? Est-ce que ça vous touche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que si on essaye de prétester ces communications-là particulières auprès de ces cibles-là, nous, on n'a pas de solution. Nous, Target, on n'est pas une agence de communication. Mais nous estimons qu'on peut affiner les choses en essayant d'être beaucoup plus proche de la population. Imaginez un peu que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, il y avait une maman au marché qui disait que non, elle ne croit pas au coronavirus, elle prie. Bon, imaginez que la même maman, aussi, qu'on arrive à contacter, qu'on arrive à convaincre, et la même maman refait la vidéo. Parce qu'au fond aussi, la maman qui dit qu'elle ne croit pas parce qu'elle prie, c'est aussi un degré de la peur qu'elle est en train d'exprimer, peut-être sans le savoir. Voilà pourquoi je dis que justement les études qualitatives, c'est bien parce que si vous approchez une maman pareille, peut-être qu'elle dit qu'elle ne croit pas au coronavirus, mais peut-être qu'elle a pris des précautions. Elle a pris des dispositions. Peut-être qu'elle prend certains produits, etc. Donc ça veut dire que justement, on peut commencer à partager ces précautions-là, ces dispositions qui ont été prises. Et au-delà de ça, justement, on peut maintenant arriver à mieux éduquer. Parce que moi, je me dis que la communication doit être une communication de proximité. Je ne suis pas contre les bulletins qui sont donnés chaque jour. Oui, les bulletins, ce sont des repères. Ce sont des repères, mais je me dis qu'au-delà de ça, nous devons aller de quartier en quartier parce que nous sommes contre la banalisation. Aujourd'hui, il y a une tendance à pouvoir banaliser et même lorsqu'on a sorti nos résultats, certains disent oui, mais 58% c'est trop peu. D'ailleurs, ça doit être même 90% parce qu'on n'y croit pas, etc. Mais on se dit non, le coronavirus existe, le coronavirus tue. Mais ce n'est pas bien aussi que l'on puisse être dans une logique où, lorsque la maladie va venir, on va chercher à la guérir. Il faut plutôt être dans une logique de prévention. Voilà pourquoi notre étude, justement, a voulu montrer cet état de choses pour que les autorités, les personnes qui s'occupent de la riposte, essaient un peu de voir comment réorienter la communication, réorienter la sensibilisation, réorienter même les actions pour qu'on essaye de voir comment améliorer les choses. Est-ce que le résultat auquel vous avez abouti, c'est ce à quoi vous vous attendiez au départ? Bon, en fait, nous, quand on a fait l'enquête, c'était du 6 au 12 avril. Donc, on ne s'attendait pas nécessairement à ces résultats. Et nous, d'ailleurs, par principe, on ne souhaite pas dire déjà d'emblée quels seront les résultats. Mais on entendait à la cité. Oui. En tout cas, quand on a vu les résultats, on s'est dit effectivement, ça va plus ou moins dans le sens, mais nous, ça nous a inquiétés. Nous, on ne s'est pas réjouis de ça. On s'est dit, parce que si vous avez regardé même le site de Target, même nous-mêmes dans notre société, nous avons fait la distanciation sociale avant qu'on puisse confiner Gombe. On fait le télétravail, nous-mêmes nous communiquons abondamment sur ça. Donc même nous-mêmes, on s'est dit, il y a un problème. Et c'est important qu'on essaie maintenant d'attirer l'attention des autorités et aussi l'attention de la population, parce que nous, on ne s'adresse pas seulement aux autorités. On dit à la population, c'est vrai que vous n'y croyez pas, mais vous devez prendre des précautions, vous devez vous protéger. C'est peut-être là que les catégories sociales deviennent une notion importante dans la sensibilisation, de la lutte contre la propagation du coronavirus. Parce que quand vous vous adressez aux autorités, aux travailleurs, quand vous pouvez organiser le télétravail, c'est parce que vous, dans Target, vous avez compris. Quand BioOne peut faire pareil, c'est parce qu'ils ont compris. Il s'agit d'une certaine catégorie, mais le plus gros lot
exposés et tout, c'est ceux qui restent et qui justement n'y croient pas. Si, justement, voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté pour dire dans nos recommandations, c'est que la communication doit tenir compte. Quand, nous avons, de manière classique, nous avons 3 types de classes sociales. On peut dire qu'on a la classe élevée, donc qui est les dirigeants et autres. Nous avons la classe moyenne et nous avons la classe basse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est plus au niveau des personnes de classe élevée. Oui. Et vous allez même voir que ces personnes-là, elles-mêmes se sont confinées elles-mêmes. D'autres se sont mises en quarantaine, d'autres ont pris des dispositions. Donc on se dit que pour cette classe de personnes-là, je pense que le message est passé, le message est compris. Les personnes de classe moyenne, cela dépend de leurs activités. Les personnes qui gagnent très bien leurs revenus et qui peuvent travailler avec le télétravail, ça ne pose pas de problème. Mais les personnes qui vivent au jour le jour, qui doivent sortir... C'est le plus gros lot. C'est le plus gros lot. Ces personnes-là commencent à se dire, bon, je vais quand même sortir, je vais voir. Et après, si après un mois, ils constatent que, bon, autour de moi, il n'y a presque rien, ils se disent, bon, on laisse tomber. Et par contre, les personnes de classe basse, déjà, il y a un problème de compréhension déjà. Parce que comme la communication est faite en français, ça pose déjà problème. Tout à l'heure, il y a quelqu'un avec qui on parlait, a exposé le problème de malentendants, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, la communication n'intègre pas les malentendants. Alors une personne pareille ne prendra pas conscience. Et aussi qu'on ne vous trompe pas. Les malentendants, les aveugles. Les aveugles. Et qu'on ne vous trompe pas. Le français, c'est vrai que lorsque nous faisons nos enquêtes, on a 85% des gens qui vous disent qu'ils parlent français. Mais lorsqu'on teste aussi certaines communications, on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas le français. Voilà. Ça veut dire qu'il y a certains messages qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde comprend le terme confinement? Peut-être que les gens ne comprennent pas confinement. Quand on va leur dire geste barrière, peut-être que nous comprenons. Quand on dit respecter, beau respecter, bah, geste barrière. Peut-être que nous comprenons, nous qui sommes intellectuels. Mais la maman maraîchère, elle ne comprend pas. Celles qui vont au marché, elle ne comprend pas nécessairement. Et qu'on ne vous trompe pas, il y a aussi des quartiers où il y a des problèmes d'électricité. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a depuis longtemps, on n'a pas communiqué. Lorsque nous faisons nos enquêtes sur Internet, dans une ville comme Kinshasa, c'est autour de 40% des personnes qui sont connectées sur Internet. Mais les 60 autres pourcents n'ont pas ça. C'est ce qui veut dire que lorsqu'on pense qu'il y a WhatsApp et autres, ce n'est pas tout le monde qui a accès à WhatsApp. Donc ça veut Encore dire qu'il y a un travail qui est... ne suppose pas qu'on aille vers l'information. Oui. Donc on peut rester sur des futilités aussi. Voilà pourquoi nous insistons aussi sur ces aspects-là et nous disons que notre contribution, c'est de faire comprendre à la population d'abord qu'il y a un danger et qu'il faudrait, mais il faut qu'on lui parle. Il faut vraiment qu'on arrive à lui parler dans le langage qu'il comprend et surtout par les personnes que lui peut comprendre. Parce que qu'on ne vous trompe pas, certaines personnes peuvent dire non, voilà, il faut que le président parle, il faut que le docteur Mouyembe parle, mais peut-être que le docteur Mouyembe, dans son langage, la personne qui est au camp Luka ne comprend pas ce oui, qu'il est en train mais de quand docteur Mouyembe dit on va atteindre notre pic, on va monter et tout ça, et puis il revient pour dire ça va pas trop être ça, ça va baisser. C'est toutes ces confusions-là aussi. Moi, je me dis aussi que non, je ne pense pas que ça embrouille le piste. Je me dis que c'est un épidémiologiste. Ouais. Et un épidémiologiste, de manière générale, parce que je parle aussi avec des médecins, ils aiment bien prédire une situation grave pour que, effectivement, que l'on prenne conscience. C'est un peu comme une cure, hein. On te dit fais attention. Et lorsque justement on constate que ça marche, en ce moment-là, les choses changent. Le deuxième point, par exemple... Et si on constate que ça ne marche pas? Vous dites Si on constate que ça ne marche pas, l'attention qu'on avait demandée, on se rend compte qu'on n'en avait pas eu besoin. C'était trop. Moi, je pense plutôt que l'attention qu'on a eue a eu des résultats. Quand je regarde, par exemple, le deuxième point de notre étude, les mesures qui ont été prises par le président de la République, notamment la fermeture des frontières, l'interdiction des rassemblements et autres, on a demandé aux gens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ces mesures-là. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils pensent que ces mesures-là ont permis de stopper? 70% disent oui. 70% disent que c'est le cas. C'est sauf
au niveau du Sud Kivu où la tendance n'est pas, où, comme je vous ai dit, la communication qui vient de Kinshasa n'est pas perçue, mais en tout cas dans la grande majorité, 70% des personnes disent que cela a permis de stopper. Donc quelque part, on se dit que si on a moins de cas, est-ce que si on avait laissé les frontières, si on avait tout laissé, peut-être qu'on aurait eu plus de cas. Donc c'est ce que je me dis que c'est vrai qu'on nous alerte, et lorsqu'on a des bons résultats, ce n'est pas pour qu'on dise que c'était faux, mais qu'on dise quelque part, on a aussi travaillé, mais on doit encore redoubler. C'est comme là, par exemple, ces mesures-là qui ont été prises, c'est bon, mais là, nous sommes en train de faire une enquête pour ce mois de mai ici. On va demander à la population pour savoir, selon vous, quelle est la mesure la plus importante que vous pensez qu'on doit prendre? Ça, c'est pas encore fait, je l'ai anticipé. Ça, c'est pas encore fait, ça sera publié au mois de mai. Là, justement, on saura quelles sont les attentes de la population. Qu'est-ce que la population attend? Et moi, je me dis qu'en ce moment-là, si les autorités ont ces résultats-là, elles peuvent regarder, parce que ce n'est pas toujours bien de faire du copier-coller. Alors, en ce moment-là, si par exemple la population estime que non, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, on regarde aussi, comme c'est un comité multisectoriel, on voit les médecins, on voit la défense, on voit, etc. En ce moment-là, on peut lever des options. Donc moi, je me dis que c'est important qu'on puisse aller avec l'opinion publique. C'est vraiment important que lorsque on veut lutter contre le Covid, qu'on essaie de scruter à chaque fois comment évolue l'opinion publique. Nous, quand on a fait l'étude, la première vague d'enquête, c'était du 6 avril au 12 avril, nous étions à moins de 100 cas. Aujourd'hui, nous allons refaire l'enquête pour le mois de mai que nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes à près de 700 cas. On va voir. Est-ce que la tendance, elle sera comment? Au mois d'avril, si c'était 58%, avec moins de 200 cas, au mois de mai, ça sera combien avec 800 cas? Peut-être que, est-ce que le nombre qui aura augmenté entre-temps aura fait réveiller les consciences, ou plutôt le fait que le nombre de morts n'a pas beaucoup évolué aura fait que peut-être les scores de gravité vont augmenter. Bon, ça, nous ne savons pas. C'est là où je dis que nous avons encore du chemin à faire, mais c'est important qu'on tienne compte de l'opinion publique, qu'on l'interroge et qu'on l'intègre également dans les actions. Si on veut sensibiliser, qu'on sache comment sensibiliser. Et ce n'est pas... C'est vrai qu'on aime bien dire qu'il y a des spécialistes en communication, mais moi j'ai fait des études de marketing, je me rappelle qu'on nous disait toujours qu'il faut connaître pour agir. Donc lorsqu'on veut attaquer une population, on veut la sensibiliser, c'est toujours mieux de savoir qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont les barrières, pourquoi elle ne croit pas. Et si on sait pourquoi elle ne croit pas, on peut maintenant se dire, ok, si les gens se disent qu'il n'y a pas de mort, parce qu'ils ne voient pas de mort autour d'eux, on ne peut pas leur montrer des morts, mais peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de réfléchir. Peut-être que voilà, s'il y a quelqu'un qui peut témoigner, un membre de famille, qui peut témoigner pour dire, il raconte un peu l'histoire de son papa, j'aimais bien mon papa, il était ceci, cela, et regardez aujourd'hui, il est mort, regardez ce qu'il a laissé. Peut-être que ça peut interpeller pour dire, effectivement, cette personne-là donne son adresse, dit, regardez, mon adresse est là. Peut-être, moi je ne dis pas que j'ai des solutions, parce que moi je suis Parce que cette question, elle est fondamentale. Oui. Vous qui parliez des catégories sociales, on a vu même des professeurs d'université, des éminents professeurs, des gens d'une certaine catégorie douter de l'existence parce que justement, ils continuent à demander, à réclamer à ceux qui ont connu des cas de contamination, ne serait-ce que des contaminations, même pas des morts, mais dans leur proximité, qu'ils puissent se manifester. Et apparemment, visiblement, jusqu'ici, personne n'a encore vécu ce cas. Non, mais n'oubliez pas aussi quelque chose, madame, c'est qu'au départ, comment a été présenté le coronavirus? Parce que si au départ, on vous dit, tu as le corona, tu vas mourir, ça veut dire que déjà, pour que vous puissiez vous présenter, ça pose problème. Moi, j'ai un ami qui me disait qu'il revenait d'un vol à l'époque. Il avait peur de tousser. Donc, il était là, pendant tout le vol, pendant qu'il était descendu à l'aéroport de Njili, il avait peur de tousser. Parce qu'à l'époque, on disait tout, rhume, on te met de côté. Alors, vous voyez que si déjà, dès le départ, on a présenté la maladie comme étant quelque chose de honteux, de grave, etc., c'est difficile qu'il y ait des témoignages. Mais si par contre, aujourd'hui, on présente la maladie pour étant dire que c'est une maladie, comme toutes les autres, on peut vivre avec, on peut guérir avec. Regardez le taux de guérison, par exemple, c'est 85%. Donc,
une personne pareille qui a été contaminée va le dire. Moi, je suis dans certains groupes WhatsApp où dans un groupe WhatsApp dans lequel j'ai 2 personnes de notre groupe qui ont eu le coronavirus et qui ont témoigné. Et nous, ça nous a vraiment... Au moins, vous avez senti la parce possibilité. qu'il y a une personne qui était en Ngaliema, une dame qui était en Ngaliema et qui était même enceinte, qui s'est fait soigner là-bas pendant près de 2 semaines et il en est sorti. Il y a un monsieur qui était au cinquantenaire également qui en a parlé. Nous, ça nous a beaucoup touchés. Mais moi, je leur ai dit, mais vous ne pensez pas aussi que ce serait intéressant que vous puissiez faire une vidéo peut-être en lingala, parler un peu aux gens de ce que vous avez eu d'abord comme symptômes, comment cela s'est passé, comment vous avez traversé, comment vous avez été soigné. Je me dis que des témoignages pareils peuvent peut-être changer la personne. Parce que, et moi je me rappelle, le monsieur m'a dit, mais Serge, c'est pas facile. Quand tu te sens étouffé, tu as le sentiment que ça ne va pas. Il me dit, Serge, c'était grave. Mais moi, j'ai eu le témoignage, mais malheureusement, ce n'est pas la personne de la rue qui a eu ce témoignage-là. Donc pour lui, encore que si la personne de la rue ne connaît pas la personne au préalable, ça sera quand même douteux quelque part. Vous dites, hein? Si la personne de la rue ne connaît pas forcément celui qui témoigne, ça sera quand même douteux. Oui, mais c'est vrai qu'il ne connaît pas, mais je me dis toujours qu'un témoignage reste un témoignage. Ne vous en faites pas. On sait toujours, regardez un peu ce qui se passe avec l'actualité ici où il y a des audios qui passent. Les gens ne connaissent pas, mais les gens croient. Parce qu'il a juste quand ça fait le buzz, ok. Voilà, parce qu'il a juste écouté un témoignage, il y croit. Alors ça veut dire que la même chose peut également se faire. Donc moi je me dis que nous ne devons pas minimiser. Ça je le dis sincèrement, on ne doit pas minimiser la maladie. Et aussi on ne doit pas aussi aggraver. Je pense que c'est le juste milieu que nous devons avoir pour notre pays. On se dit, ok, nous avons des cas. Parce que regardez par exemple en termes de cas. Lorsque vous regardez le nombre de tests qui sont effectués, 200 maximum, 250 tests qui sont effectués. Et là, nous avons le nombre de cas que nous avons. Bon, imaginez que comme dans d'autres pays où ils veulent faire 1000 tests par jour, 7000, 10 000 tests par semaine. Vous imaginez maintenant que nous arrivons à ce niveau-là. Combien de personnes contaminées nous aurions également? Donc ça veut dire que quelque part aussi, ça c'est aussi l'une de nos recommandations, on se dit que ce serait bien quand même qu'on généralise les tests. Si on peut faire vraiment des tests de dépistage comme ça se passe dans d'autres pays à large échelle, comme ça, même une personne qui est bénin, parce qu'on se dit qu'à peu près 70%, 80% des cas sont des cas bénins. Ça veut dire que la personne, il a été testé positif, mais il ne ressent rien. Mais on va juste lui dire, regardez, tu as le coronavirus, reste dans ton coin, porte le masque. Et une personne pareille aussi, sachant qu'il n'a rien, on l'encourage à témoigner. Et là, ça sera maintenant le voisin du quartier. Parce que, est-ce qu'il y a eu un dépistage qui a été fait à Kissasso? Est-ce qu'il y a eu un dépistage qui a été fait à Maluku et autres? Tant que ça n'a pas été fait... Nous, on attend peut-être des symptômes pour faire le dépistage, et la stratégie, les cas. Oui. Et la stratégie actuelle, c'est que lorsqu'il y a des cas, on cherche maintenant les personnes contacts. Alors que si, par contre, on avait les moyens et la possibilité, on fait le bouclage, par exemple, de Maluku, on fait les tests. Là, en ce moment-là, on sait. On fait le bouclage, peut-être qu'en ce moment-là, on aurait, comme on l'a dit, des personnes que l'on connaît, qui en auront. Mais en ce moment-là, si l'éducation a été bien faite, ça ne sera pas des parias. On ne va pas commencer à les fuir dans leur quartier. Ça sera que non, oui, j'ai le coronavirus. Je pense qu'on a vu même ailleurs des personnes qui ont dit qu'ils avaient le coronavirus. Le Premier ministre anglais, elle a dit, il s'est fait soigner, il est revenu. Donc moi, je pense que si on arrive aussi à multiplier les dépistages, on pourrait également régler ce problème-là. Et ce sera votre mot de la fin. On espère que les résultats de votre enquête aboutissent. On espère qu'on puisse se référer à ça pour faire évoluer la riposte. Si, en tout cas, notre enquête elle est disponible sur le site et sur les différents réseaux sociaux. Donc, nous avons fait notre contribution parce que à chacun sa contribution. Il y en a qui donnent des masques, il y en a qui donnent de l'argent, mais nous sommes dit, on est un cabinet d'études, nous avons fait notre contribution et nous espérons que
les décideurs, mais aussi la population prendra conscience et qu'il faudrait quand même que des efforts soient faits. Nous aussi, on a offert notre plateau pour vous informer. Monsieur Serge Mumbou, merci. Et bonne chance. Prenez soin de vous. Ok, merci beaucoup. Voilà, monsieur, on marque un stop ici, à ce Stop Covid. Au revoir.